Bienvenue à tous, c'est donc fait. Le Parlement européen a adopté hier à une large majorité l'accord agricole entre l'Union européenne et le Maroc. Et selon Federica Mogherini, la chef de la diplomatie européenne, cet accord, obtenu avec une très large majorité, permet de commencer une nouvelle étape dans les relations entre les deux pays. Il faut dire que cela a été bien compliqué. Il faut rappeler que le Polisario avait déposé une plainte concernant l'accord agricole, mais aussi l'accord de pêche, il y a maintenant de cela 2 ans, auprès de la Cour de justice de l'Union européenne. On évoquait également l'hypothèse, c'est une eurodéputée française qui avait fait cette proposition, d'une traçabilité des produits des provinces du Sud avec une étiquette particulière. Alors où en est-on? Que prévoit cet accord agricole? Vers quelle page de relations nous nous tournons avec le Maroc et l'Union européenne désormais? C'est le premier sujet des décodeurs atlantiques. Vos décodeurs, Aziz Saïdi, directeur de la rédaction de la Tribune Afrique. Bonjour. Bonjour Landry. Hafid Boutaleb également avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Expert en relations internationales et acteur associatif. Nous parlerons également du Brexit avec l'accord de divorce avec l'Union européenne qui a été présenté par Theresa May. Il a été rejeté ce mardi avec 230 voix d'écart au Parlement britannique. C'est la plus lourde défaite essuyée par un dirigeant britannique depuis les années 20. Theresa May qui a échappé hier à une motion de censure, on en parlera bien évidemment. Mais quelles conséquences à présent? Va-t-on vers un no deal? Le scénario est de moins en moins privilégié par les traders et par les analystes européens. Quelles conséquences également pour le Maroc? Vos réactions, vos questions sur la page Facebook Les Décodeurs Atlantiques ou bien sur Twitter avec le hashtag LDA. C'est parti. Une nouvelle étape dans les relations entre le Maroc et l'Union européenne. Aziz Saïdi, après cet accord adopté par le Parlement européen, cet accord agricole, on peut dire vraiment qu'il y a un ouf de soulagement des deux côtés de la Méditerranée? Oui, tout à fait. Et vous faites bien de dire des deux côtés, parce que cet accord était stratégique et important non seulement pour le Maroc, mais aussi et surtout pour l'Union européenne. Et c'est quand même le fruit d'un travail de sape qui a duré près de 2 ans après les jugements rendus par la Cour de justice européenne, où il y a eu un travail bien sûr diplomatique, mais aussi un travail de terrain, je dirais, avec des missions qui étaient en train de voir les chambres d'agriculture et les différentes formations patronales qui concernent le secteur en Europe, oui. Et où justement le terrain a été balisé. Il faut dire que l'Union européenne, sa position n'a jamais dévié. Elle a toujours vu en le Maroc un partenaire stratégique et très important à travers notamment l'accord de pêche, l'accord agricole et puis plus généralement l'accord de libre-échange avec un statut avancé pour le Maroc. C'est important. Mais c'est vrai qu'il y a eu des couacs difficiles en 2016-2017, notamment avec le Maroc. Il y a eu à un moment l'hypothèse d'une rupture des relations diplomatiques qui était même sur la table. Hein. Oui, tout à fait. Parce que, il faut dire que le Polisario et l'Algérie qui le soutient avaient changé de tactique, voyant que sur le volet politique ils étaient assez acculés, donc ils se sont attaqués au champ économique. Et c'était une manière de mettre la pression. Maintenant, ce vote vient justement mettre fin à cette tentative, même si le Polisario peut toujours encore ester en changeant le libellé de sa question au niveau de la Cour de justice européenne. Oui, c'est vrai que le Polisario, d'ailleurs, a menacé dès la fin du mois de décembre à déposer une nouvelle plainte auprès de la Cour de justice de l'Union européenne, parce que forcément on est déçu de ce soutien politique de la part de l'Union européenne en faveur du Maroc, un soutien politique qui s'est réaffirmé, et de plus en plus en 2018 on a vu y compris des commissaires européens autour de l'accord de pêche qui ont montré les muscles, qui ont haussé la voix, oui. et des membres du Front Polisario, Hafid Boutaleb, qui parfois boudaient des eurodéputés qui sont des soutiens au Polisario, qui boudaient parfois les discussions. Oui, tout à fait. D'ailleurs, 68 députés verts ont boudé hier le vote, et sur le même plan, de l'autre côté, Federica Mogherini qui est en déplacement aujourd'hui au Maroc, donc en soutien à la position marocaine. Et j'en profite pour saluer la représentation diplomatique à Bruxelles, notamment l'ambassadeur Monsieur Hervé Chami, qui finit sur une belle note son passage à Bruxelles, et qui bientôt va occuper le poste au CESE. Oui. Et mandat qui termine quand? C'est fin janvier, c'est ça, il me semble. Il me semble que c'est fin janvier, mais oui. Pour Hervé Chami. Oui. Et donc
Effectivement, aujourd'hui, on a une percée diplomatique du Maroc à Bruxelles et on a un recroquevillement des positions du Polisario. D'ailleurs, leur communiqué qui est sorti hier était plein de fausses informations, notamment sur le vote, totalement biaisé. Ils n'ont pas donné les vrais chiffres, alors que les vrais chiffres sont ouverts. Il y a plus de 444 voix en faveur de l'accord. Ils ont inventé d'autres chiffres, et donc ça montre bien aujourd'hui le Polisario cherche surtout à convaincre ses bases du bien fondé de sa position, parce que c'est un réel camouflet qu'il a subi. Ouais, on va rappeler 444 voix pour, 167 contre, seulement, et puis 68 abstentions. Le vote portait précisément donc sur l'échange de lettres concernant l'accord agricole Maroc-Union européenne. Le communiqué du Polisario disait que s'il n'y avait pas eu d'abstention, le Parlement, l'accord agricole n'allait pas être adopté. Or, on voit bien que même si les abstentions avaient voté contre, ça n'allait pas atteindre les 400 voix pour qui ont été enregistrés. Donc on voit bien. Bon, en tout cas, c'est un plein soutien total, notamment de la part de l'Union européenne en faveur du Maroc sur l'accord de pêche et sur l'accord agricole. Maintenant reste la question, est-ce que ces deux accords sont vraiment favorables? Est-ce que le Maroc a bien négocié, a bien joué dans ces négociations sur ces 2 dernières années, Aziz Saïdi? Je ne permettrai pas de juger l'ensemble de l'accord, est-ce qu'il est favorable ou pas, mais il faut savoir que c'est quand même, la question qui sous-tendait toute cette polémique pendant 2 ans, c'était justement est-ce que l'accord devait inclure les provinces du Sud? Est-ce qu'il bénéficie aux populations des provinces du Sud? Provinces du Sud. Et il faut dire que sur ce volet-là, le Maroc a une réaction positive en mettant en avant en fait les élus de ces régions qui sont des Sahraouis et qui représentent les populations locales et donc qui garantissent le fait que les dividendes économiques de ces accords et plus encore de la croissance économique de la région bénéficient aux populations locales. Le Polisario justement a été débouté dans le sens où il ne peut pas se mettre dans la position de porte-parole ou de représentant des populations du Sud en ce qui concerne les questions économiques. Ce qu'il espère, mais que la Cour de justice de l'Union européenne a donc clairement dit niet, ça n'est pas possible pour l'instant, ça ne sera pas le cas légalement. Il y a une réaction sur la page Les Décodeurs Atlantiques. On nous dit que l'adoption de cet accord constitue une base pour une relance pleine du partenariat Maroc-Union européenne. Afil Moutala, vous êtes d'accord? Écoutez, effectivement, aujourd'hui, on peut envisager une relance pleine, comme c'est cité, des relations Maroc-Union européenne, mais il y a des élections européennes dans 2 mois. Oui. On ne sait pas quel parlement va ressortir, quelles seront les tendances. On sait qu'aujourd'hui, les populismes, on le vend en poupe. Bon, s'il y a des partis populistes de droite qui montent, on n'a pas trop à craindre pour, en tout cas, l'avenir immédiat des relations Maroc-UE, mais on a peut-être à craindre pour le long terme. Et si c'est l'extrême gauche et la gauche qui monte, alors peut-être que là on aurait plus d'eurodéputés, parce c'est incompréhensible, mais les eurodéputés de gauche sont très souvent hostiles au Maroc, notamment à sa cause nationale. Ceci dit, un travail de fond a été mené et beaucoup d'eurodéputés de gauche qui votaient traditionnellement soit s'abstenaient, soit votaient contre le Maroc ont cette fois clairement voté pour le Maroc, ce qui montre l'ampleur du travail. Mais c'est un travail entre guillemets institut personnel, c'est-à-dire que si la personne n'est plus là et qu'elle est remplacée par un autre eurodéputé, même du même parti, il va falloir reprendre tout le travail de sensibilisation auprès de ces personnes-là. Ouais. Donc c'est jamais gagné, toujours gagné d'avance. Il faut continuer ce travail de longue haleine, fastidieux, extrêmement fastidieux, de lobbying pour les positions du Maroc. En tout cas, dans l'immédiat, ça relance en fait ce partenariat, parce que les choses étaient quelque peu bloquées. Enfin, ça fait 2 ans. On va pas dire qu'il y avait pas de coopération, mais justement la coopération se concentrait sur comment se sortir de ce bourbier et comment justement relancer l'accord de pêche notamment. Mais maintenant que c'est fait, le travail peut recommencer et on peut s'engager dans de la coopération un peu plus usuelle et approfondie.
La suite des décodeurs atlantiques ce matin, toujours avec Hafid Boutaleb. Rebonjour. Rebonjour. Expert en relations internationales, acteur associatif. Aziz Saïdi également avec nous ce matin. Rebonjour. Bonjour Landry. Directeur de la rédaction de La Tribune Afrique. On continue à parler de l'accord agricole Maroc-Union européenne qui a donc été adopté hier avec une large majorité, plus de 400 voix pour, on le disait, au Parlement européen à Strasbourg. Cela intervient quelques jours après l'adoption de l'accord de pêche. Reste maintenant que si, comme le dit Federica Mogherini, cet accord conclu permet de commencer une nouvelle étape dans les relations entre les deux parties, il va y avoir des dossiers chauds qui vont être désormais abordés avec en toile de fond les élections européennes, le dossier de la migration et l'accord de libre-échange complet et approfondi. Sur le dossier de l'immigration, c'est vrai qu'Hafid Boutaleb, ces dernières semaines, ces derniers mois, le ton est un peu monté, un peu redescendu ces dernières semaines, mais début septembre, début octobre, l'ambiance était un peu tendue entre le Maroc et l'Union européenne. Oui, mais aujourd'hui, avec l'adoption du pacte de Marrakech, les choses ont repris un peu le cours normal. Après, encore une fois, il faut attendre les résultats des élections parce que c'est un pacte qui est pas du tout accepté par l'extrême droite. On a vu que le gouvernement de Charles Michel en a payé le prix fort, son soutien au pacte de Marrakech, le gouvernement de Charles Michel en Belgique. Oui. Et par conséquent, le Maroc a marqué de bons points. Mais il faut voir dans quelle mesure ces bons points vont être durables au vu du contexte aujourd'hui qui prévaut en Europe. On rappelle que l'Union européenne a accordé près de 150 millions d'euros, c'était mi-décembre, au Maroc en 2018 sur ce dossier de l'immigration. Assez, pas assez, selon le gouvernement? Est-ce qu'on a des échos là-dessus, Aziz Saïdi, pour l'instant? Je n'ai pas d'écho particulier par rapport à ce soutien financier, mais encore une fois, le Maroc n'a pas vocation à être le gendarme de l'immigration pour l'Europe. Je pense que c'est une question qui doit être appréhendée dans son ensemble, comme a dit Hafed, justement, le pacte de Marrakech a donné un cadre à tout ça, mais encore une fois, je ne pense pas que ça soit accepté par tous au niveau européen, et justement les prochaines élections européennes seront très décisives dans ce sens, parce que justement il y a une montée des populismes qui est très très importante, et si on a un Parlement européen qui est dominé par l'extrême droite, les choses vont connaître une réelle inflexion. On rappelle que le dossier de migration, c'est le deuxième, des fois troisième dossier prioritaire des Européens, selon des études européennes. Donc c'est dire l'ampleur et de la tâche pour l'Union européenne. Ça risque de devenir le premier si on a un Parlement qui bascule clairement à l'extrême droite, parce que justement, avec cette vague des populismes, à chaque fois le bouc émissaire c'est l'étranger, pour expier tous les maux d'une société, on ne regarde que le migrant comme cause du mal, et ce populisme-là peut être dangereux pour l'Europe, mais aussi pour les relations européennes, de l'Europe avec son voisinage, et notamment le Maroc. Alors c'est vrai qu'il y a une base maintenant qui est posée sur la table. Vous en faisiez allusion tout à l'heure à Hafid Boutaleb, c'est ce pacte de Marrakech qui va poser clairement des conditions non contraignantes aux États. Est-ce que ça peut permettre au Maroc de mieux négocier à l'avenir, peut-être, sur ce dossier de la migration? Écoutez, parce que il faut rappeler que l'immigration, ça pose aussi un problème pour le Maroc. Donc on sait qu'il y a des populations aussi étrangères qui sont en transit au Maroc pour immigrer en Europe. Donc nous aussi, nous avons intérêt à prendre très au sérieux ce dossier, effectivement en nous laissant un peu le champ libre pour pouvoir nous-mêmes nous organiser. Ça va certainement permettre aux Marocains de mieux appréhender les flux migratoires qui vont certainement décupler dans la décennie qui vient. Après, effectivement, on n'a pas vocation à jouer le gendarme de l'Union européenne, et surtout on s'attend à des aides économiques et financières directes conséquentes
150 millions, c'est conséquent. Non, c'est pas conséquent. Il faut des aides clairement et aussi du transfert de technologie, etc. Il faut que les pays du pourtour méditerranéen réellement atteignent un stade de développement considérable. Là, d'accord, on pourra, et même les pays de l'Union africaine. Donc là, d'accord, on pourra s'attaquer aux sources d'immigration à l'origine. Donc, en augmentant le niveau de vie des populations qui vivent totalement dans la misère, effectivement, après, elles ne voudront plus s'en aller parce qu'elles veulent pas s'en aller pour s'en aller. Voilà, elles s'en vont parce qu'il y a des problèmes climatiques, parce qu'il y a des problèmes économiques, etc. Mais il faut dire que, la migration, c'est pas un phénomène nouveau, c'est quelque chose qui a existé pendant toute l'histoire de l'humanité. C'est des flux qui sont tout à fait naturels. Et puis comme vous l'avez dit, quand on n'a pas les conditions d'une vie décente dans un endroit, on a tendance à bouger. Et c'est le lot de l'humanité depuis toujours. Donc c'est quelque chose qui est élémentaire. Mais encore faut-il. Je pense que le pacte de Marrakech et toutes les discussions qu'il y a eu autour avaient aussi l'un des axes principaux qu'elle avait, c'était justement le développement économique dans les régions qui envoient ces migrants. Alors justement, il y a une question qui va se poser parce qu'on entend souvent la gauche radicale et l'extrême gauche en Europe qui dit les accords de libre-échange que nous avons avec les pays d'Afrique ne sont pas équitables, ça ne permet pas le développement et la croissance et l'emploi durable dans les pays avec lesquels nous signons. Donc le Maroc notamment pourrait être concerné s'il y avait une victoire, ce qui reste peu probable pour l'instant dans les sondages, de cette partie importante de la gauche radicale et de l'extrême gauche, mais ça pose une question sur aujourd'hui les moyens de négociation à l'avenir qui vont être déployés avec l'Union européenne. Oui, mais il faut dire, moi je retiens une chose, je reviens au discours de Ouagadougou du président Macron, où il disait qu'il n'y avait plus de politique africaine de la France et où il appelait de ses vœux à un changement de paradigme dans la coopération de la France ou de l'Europe avec les pays africains et les pays méditerranéens. Mais ce que pourrait permettre le pacte de Marrakech, parce qu'on va avoir plus de données sur le phénomène de la migration. Mais là, c'était plus dans un sens économique et dans un sens business, dans le sens où la politique d'aide au développement, elle a montré ses limites parce que il y a les vases sont pas étanches et que ces aides sont souvent détournées ou des fois utilisées sur des projets qui ne sont pas viables ou qui n'ont pas d'impact fort. Donc forcément, d'un côté, on a les Européens qui débloquent des budgets qui voient qu'il n'y a pas de changement et d'un autre, on a des populations qui justement en veulent de plus en plus à l'autre côté parce qu'elles ne voient rien venir. Je pense que le partenariat doit être d'abord, il ne doit pas être prescrit par l'Europe. L'Afrique doit mettre en avant ses propres solutions qui respectent sa propre condition. Et encore une fois, il faut dégonfler certains clichés. Le gros de l'immigration africaine, il est intra-africain. Oui. Un pays comme la Côte d'Ivoire, un pays comme le Maroc accueille des milliers de migrants africains d'autres pays. Donc c'est une question qui est complexe et qui doit être justement revisitée à cette aune. Et il faut se dire que je pense l'un des aspects aussi qui pourrait permettre paradoxalement de sortir de ce problème migratoire serait aussi l'intégration africaine, parce que l'intégration africaine amènerait des plans sectoriels et des plans économiques plus larges et équilibrés par la sous-région ou le continent. Et donc permettrait une croissance qui se voudrait un peu plus inclusive. Mais si on reste dans des logiques étriquées, un pays comme le Nigeria est aussi en proie au populisme et est aussi un des pays qui Côte d'Ivoire aussi qui est le plus virulent. Côte d'Ivoire oui, mais le Nigeria c'est assumé. On est contre la ZLECAf, on veut se renfermer, on se considère comme justement comme une économie qui est autonome, donc on veut pas. Voilà.
Philippe Boutaleb, pour conclure sur Alors, pour conclure, c'est bien ce qui s'est passé par rapport au Parlement européen. C'est une victoire diplomatique, mais d'un point de vue purement marocain, on enregistre une victoire diplomatique dans l'Union européenne, mais de l'autre côté de l'Atlantique, le Sénat américain a exclu, étant donné qu'aujourd'hui, pas le Sénat, le Congrès a exclu donc le Sahara des aides financières apportées pour le Maroc. Malheureusement, donc on voit bien que si on enregistre une victoire diplomatique en Europe, c'est pas forcément le cas outre-Atlantique parce qu'il y a les démocrates qui ont pris le relais. Donc tout ça, c'est encore et toujours, c'est un combat de longue haleine, très fastidieux où il faut continuer et c'est celui qui n'abandonnera pas qui gagnera. Et nous, comme c'est la cause nationale, je pense que nous sommes sur la bonne voie. En tout cas, il y a des poches d'opportunités qui émergent de plus en plus. Le Brexit peut être une poche d'opportunités si le Brexit a lieu, parce que c'est pas encore fini. Il peut y avoir un nouveau vote. En tout cas, on y croit un peu plus du côté des traders et du côté des analystes financiers européens. On va en parler en deuxième partie, le Brexit, mais avant la séance coup de gueule, coup de cœur.